Ce rendez-vous du 20h dans les titres de ce journal. Le message du chef de l'État, le président Macky Sall, qui confirme le cap sur la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cela va se traduire par la poursuite de projets ambitieux dans des domaines comme les infrastructures, les transports, l'énergie, l'éducation, la sécurité et l'agriculture. L'accord des acteurs du sous-secteur de l'enseignement coranique sur le projet de loi portant statut des Dara, ils ont trouvé un consensus à Saly autour du ministre de l'Éducation, des familles religieuses et de la société civile, transport Ligue 1. Nous parlerons dans Chronocan du Cameroun qui sera à l'honneur ce soir. Quadruple champion d'Afrique, les Lions indomptables vont renouer avec leur passé glorieux. La rubrique découverte va en Chine ce soir pour une présentation du gigantesque marché de Yiwu. Le plus grand marché au monde est bâti sur une superficie de 15 hectares avec 76 000 cantines et plus de 200 000 businessmen par jour. En ouverture de cette édition, retour sur le message à la nation du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a annoncé une croissance de 6,6% et des agrégats macroéconomiques maîtrisés. De quoi voir venir pour le gouvernement qui va donc poursuivre ses grands projets dans les domaines des infrastructures et des transports. Ousmane Garifay. L'électricité va baisser de 10% entre janvier et février 2017, soit un gain de 30 milliards de francs CFA. C'est par cette mesure sociale phare en faveur des ménages, partie sans doute pour faire date, que le chef de l'État a salué les performances économiques qui auront marqué l'année qui s'achève. Normal donc que l'adresse à la nation prenne les allures de bilan des actes majeurs posés et qui auront constitué le socle de la croissance et de la bonne tenue des agrégats macroéconomiques dont il fait état. Côté infrastructure majeure, le PSE aura plus que jamais connu des pics de réalisation en 2016. Inauguration de l'autoroute Diamniadio-Aïbédé-Signa, l'échangeur de l'émergence, la 3e section de la VCN, ainsi que la route des Grandes Niayes. Fort de ces acquis, le chef de l'État entend investir le pays profond. Courant 2017, les chantiers des RN1, 2 et 7 seront lancés. Rappelant avec le lancement du TER, son option de doter le pays des moyens de transport les plus modernes. Plus de 10 000 emplois visés à terme pour plus de 150 000 passagers par jour. Le transport public de masse ne sera pas le parent pauvre de cette dynamique. Dakar Dem Dikk devrait ainsi ouvrir de nouvelles dessertes à partir de Dakar. Plus d'une dizaine de régions de l'intérieur du pays seront couvertes. Pour l'énergie, pilier non moins important du PSE, le président de la République a salué le renouveau de Sénélec, dont les coupures tombent de 912 heures en 2011 à 73 heures en 2016. Le président s'est félicité de la mise en service de 270 MW additionnels, soit le double des capacités cumulées en 2015. Pour lui donc, pas question d'adoucir la cadence. Il a fortement réitéré son option pour le solaire. Sous ce rapport d'ailleurs, 6 autres centrales solaires et éoliennes vont venir compléter Bokol et Malikunda. Un pas de géant vers l'indépendance énergétique que va sans doute assurer la nouvelle découverte d'hydrocarbures dans le pays. Dans cette optique, le chef de l'État en a appelé à une préparation sérieuse et méthodologique, d'où la naissance du COS, le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Ainsi a-t-il rappelé sa volonté de mettre en place un institut pour doter le pays des meilleures expertises dans les métiers du pétrole et du gaz. Ousmane Garifay, la pêche, l'élevage et l'agriculture ont occupé une place de choix dans le traditionnel message à la nation du chef de l'État. Pour les 2 premiers secteurs, les programmes mis en œuvre se déroulent comme prévu. Mais pour s'agissant de l'agriculture, le gouvernement récolte les fruits d'une bonne prise en charge du secteur avec des productions records notées. C'est dire que le pari de l'autosuffisance alimentaire est en passe d'être réussi d'Araba. Le chef de l'État s'est réjoui dans son discours à la nation des productions records enregistrées par l'agriculture sénégalaise en 2016. D'abord, le riz avec plus de 950 000 tonnes, ce qui constitue à ses yeux une première. Pour les céréales, notre pays est à un niveau de production de près de 2 250 000 tonnes. L'horticulture, sur le 1 200 000 de tonnes récoltées, a exporté les 91 000. La production arachidière a connu une légère baisse, 997 593 tonnes contre 1 050 042 en 2015. L'État, dans le cadre de la campagne de commercialisation de l'arachide, a fixé le prix du kilogramme à 210 francs contre 200 francs l'année dernière pour soutenir les producteurs.
Ces performances de l'agriculture sénégalaise ont été facilitées par des mesures prises en amont. Une bonne sélection des semences, l'évolution de la mécanisation de l'agriculture. Le Sénégal a aujourd'hui un parc mécanique de 850 tracteurs et plus de 60 000 autres équipements. Autre priorité du gouvernement, l'élevage et la pêche. Pour la pêche, d'importantes infrastructures ont été réalisées pour moderniser le secteur. Près d'une dizaine de quais de débarquement réceptionnés de Dakar à Saint-Louis en passant par Thiès. D'autres projets sont en cours d'exécution. Sans oublier les sites de transformation des produits de la pêche dont la sécurité des acteurs a été également prise en compte. 200 000 unités de gilets de sauvetage pour la pêche artisanale. Le chef de l'État a aussi annoncé 2 autres projets de grande envergure pour la pêche. Il s'agit du port minéralier de Bargny et du port à conteneurs de Ndayane. Autre programme annoncé, celui de l'élevage, avec un financement à hauteur de 31 milliards de nos francs pour 2 projets d'appui au pastoralisme. Le chef de l'État a aussi réaffirmé la volonté de l'État de renforcer les peines prévues pour le vol de bétail. Dahaba, dans son message à la nation, le chef de l'État est longuement revenu également sur le programme de développement communautaire, le programme d'urgence de développement communautaire. C'est pour louer donc les importants résultats qui ont été enregistrés et le président Macky Sall d'annoncer l'arrivée prochaine de nouveaux domaines agricoles au Sénégal. François Seck. Le chef de l'État accorde une grande importance au secteur de l'hydraulique, jugé vital. En ce qui concerne l'hydraulique rurale, sur un programme de 300 forages démarré en 2013, 210 ont été réalisés, de même que 13 stations de pompage dans 45 localités et au bénéfice de 630 000 personnes. 2017 verra le démarrage du chantier de la 3e usine de Keur-Montmarsar, de même que le projet d'unité de dessalement de l'eau de mer au Mamel et le renouvellement de 460 km de conduite d'eau à Dakar. Tous ces projets permettront à terme de sécuriser les besoins en eau potable pour 20 ans dans les zones de Dakar, Diamniadio et la Petite Côte. Le président Macky Sall est revenu sur les pénibles conditions des femmes et trouve injuste qu'au XXIe siècle, qu'elles continuent d'exécuter des tâches d'un autre âge. Il inscrit l'équité territoriale et le développement solidaire et inclusif au cœur de ses priorités. Pour ce faire, un nouveau lot de 1000 moulins et autant de décortiqueuses est disponible pour une distribution immédiate. Le chef de l'État a à cœur de réparer les grandes injustices afin de parvenir à un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Le président Macky Sall a également parlé du PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire lancé en 2014 a déjà enregistré des résultats plus que satisfaisants. Des villages comme Bambandinka, Tessekere, Lomboul, Samba Abdou et autres ont tous accès à l'eau et sont sortis de l'obscurité et du désenclavement grâce à ce programme. Un financement supplémentaire de 60 milliards de francs CFA est déjà acquis pour démarrer les travaux de construction et de réhabilitation de 251 forages dès le premier trimestre de 2017. Des témoignages des maires des communes de Djinani et de Dindifelo renseignent sur les résultats probants du PUDC qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique et a amené le gouvernement à initier la 2e phase du PUDC pour la période 2017-2019. En ce qui concerne le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC a déjà créé 11 000 emplois, formé 570 jeunes et soutenu 533 jeunes entrepreneurs agricoles qui sont déjà actifs. Le programme des domaines agricoles communautaires s'est renforcé de 7 nouveaux domaines, Djodji, Boulel, Fafakuru, Noto, Djobas, Nyombato, Matam et Sangalkam. 2017 verra également la poursuite de la modernisation des cités religieuses, de même que la mise en œuvre du programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers PUMA et le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville. Aucun investissement n'est de trop dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a dit le chef de l'État, le président Macky Sall, qui annonce que 302 milliards ont été investis dans l'enseignement supérieur pour la période 2016-2017. Et le chef de l'État d'ajouter que 2017 sera marqué par l'élargissement de la carte sanitaire avec 4 nouveaux hôpitaux et la construction de 25 centres de formation professionnelle. Pape Madidio.
L'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, des secteurs auxquels le chef de l'État accorde une attention particulière. Pour cela, précise le chef de l'État, aucun investissement n'est de trop. En 2016, 9 547 professeurs et maîtres contractuels ont été mis en solde et plus de 21 milliards de francs CFA ont été payés à titre de rappel. Pour l'extension de la carte scolaire, plus de 80 milliards de francs CFA ont été déboursés pour l'achat des équipements et l'amélioration des conditions de travail. Quant au programme de résorption des abris provisoires, il sera étendu à 2714 établissements pour 2017. 2017 sera aussi l'année de la construction de nouveaux restaurants dans l'espace universitaire. Un programme de 30 000 lits pour le logement des étudiants a démarré depuis 2016. La meilleure gouvernance de l'enseignement supérieur passe par la création d'un cadre favorisé par les lois sur les universités publiques et sur la réforme des titres et grades. L'investissement de 302 milliards de francs CFA consacré à l'enseignement supérieur en 2015-2017 requiert une réflexion sur les performances, la qualité de notre système éducatif et son adéquation aux besoins du marché de l'emploi. Autre mesure importante, instruite au gouvernement par le chef de l'État, le renforcement du quantum horaire des filières scientifiques et techniques, mais aussi l'orientation d'au moins 30% des élèves vers la formation professionnelle et technique. Pour un succès de ces nouvelles orientations, 25 centres de formation seront construits en 2017. Un renforcement du pôle de métier de Diamniadio, des lycées professionnels de Sandiara et de Fatick en cours de réalisation. Conséquence, le chômage pourra reculer et des activités génératrices de revenus seront plus accrues. En 2017, la carte sanitaire du Sénégal va s'élargir, annonce le chef de l'État, avec la construction de 4 nouveaux hôpitaux à Touba, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. 195 ambulances médicalisées et 1000 nouveaux agents vont renforcer le dispositif sanitaire. Le président Macky Sall annonce que la distribution des médicaments et produits essentiels aux zones isolées connaîtra un renforcement grâce à l'initiative Yexina. Le chef de l'État est également revenu sur la violence et la situation d'insécurité notée dans le pays, notamment sur les mesures qui seront prises pour faire face à cela. Le président Macky Sall réaffirme également la position du Sénégal pour une transition pacifique du pouvoir en Gambie. Pape Nathiao. Dans son discours à la nation, le chef de l'État est revenu sur les agressions et violences notées ces derniers temps dans le pays. À cet effet, des mesures concrètes sont prises pour la sécurité des personnes et des biens. En 2017, 10 nouveaux postes de police frontaliers sont créés, 1769 agents de police et 1416 agents de sapeurs-pompiers, tous grades confondus, recrutés. Le chef de l'État annonce que l'État travaille déjà sur le durcissement des peines prévues pour certaines catégories de crimes. Le président Macky Sall appelle aussi à une introspection collective et à un retour à la sagesse des anciens à travers la revitalisation des valeurs éthiques et morales. Le président Macky Sall est également revenu sur la situation qui prévaut actuellement en Gambie, tout en renouvelant le soutien du Sénégal à l'endroit du peuple gambien. Il souhaite une transmission pacifique du pouvoir au président élu Adama Barrow, tel que souhaité par le peuple gambien et voulu par la CEDEAO, l'Afrique, la Oumma islamique et les Nations Unies. La diplomatie sénégalaise continuera d'œuvrer pour la promotion de la paix, la démocratie, la justice et la fraternité humaine, notamment dans le cadre du mandat du Sénégal à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État n'a pas manqué d'appeler à l'unité et à la solidarité dans le respect strict de notre diversité. Le président pour une transmission pacifique du pouvoir donc en Gambie s'est également prononcé pour 2016 sur le coût de l'électricité qui va baisser de 10%, soit un gain de 30 milliards pour les ménages. C'est l'une des mesures phares du message du chef de l'État, une mesure qui s'explique par l'embellie énergétique notée depuis 2014. Nous l'écoutons. J'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité à compter du premier bimestre 2017, dont les modalités seront fixées par la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Cette baisse représente un gain de 30 milliards en faveur des consommateurs. La fourniture d'électricité connaît une nette amélioration.
Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016. Rien que pour l'année 2016, la Sénélec a mis en service 270 MW additionnels, soit plus de la moitié de ses capacités cumulées en 2015, qui étaient de 510 MW. Voilà ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité du service et de donner à des milliers de Sénégalais l'accès à l'électricité. Ces efforts seront consolidés après la mise en service des centrales solaires de Bokhol et Malicounda. 6 autres projets d'énergie solaire et éolienne seront achevés d'ici 2018, confortant ainsi notre politique de mix énergétique. Avec la découverte de pétrole et de gaz, le Sénégal va se doter d'un institut national des métiers du pétrole et du gaz. L'objectif est de doter le pays des meilleurs profils en la matière, annonce le chef de l'État. Ces nouvelles ressources devraient parachever le processus d'indépendance énergétique. Grâce à nos récentes découvertes de gaz et de pétrole, de nouvelles opportunités s'offrent à notre pays d'assurer son indépendance énergétique. L'exploitation prochaine de ces importantes ressources exige dès à présent une préparation sérieuse, méthodique et sereine. À cet effet, j'ai mis en place un comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le COS Pétrogaz. Cette instance multisectorielle est chargée d'assister le président de la République et le gouvernement dans la définition des meilleures stratégies pour favoriser l'exploitation transparente et optimale de nos ressources pétrolières et gazières au bénéfice des générations actuelles et futures. J'ai aussi décidé de créer un Institut national du pétrole et du gaz pour doter notre pays des meilleures expertises dans les différents métiers du pétrole et du gaz. Voilà pour le message à la nation du chef d'État le 31 décembre. Notez également que le président Macky Sall a présenté ses condoléances cet après-midi à la famille d'El Hadj Yorobas, ami et soutien de longue date du chef de l'État. Le défunt était un opérateur économique. Il fait notamment partie de la première génération de migrants sénégalais ayant conquis l'Afrique centrale. Sa famille et ses amis ont exprimé toute leur gratitude au président de la République, Oumar Nying. En venant chez El Hadj Yorobas, le président de la République a tenu à témoigner toute sa compassion à la famille éplorée. Le défunt Yorobas était de cette génération de migrants qui a conquis l'Afrique centrale. Il a eu le mérite d'avoir rapatrié ses avoirs pour investir et créer des emplois au Sénégal. Rien que pour ce patriotisme, la nation lui doit beaucoup. Mais pour le président Sall, il était un ami et un père, quelqu'un qu'il a beaucoup soutenu. En présentant ses condoléances à la famille, le chef de l'État a rappelé ses relations fortes. Il a aussi salué la mémoire de cette icône connu pour sa générosité. Une qualité d'ailleurs que ses amis ont confirmé, eux qui ont bénéficié de son soutien constant. À leur suite, la famille a exprimé toute sa gratitude au président Macky Sall. L'ensemble de la famille Bass vous dit merci pour tous les gestes discrets et efficaces par lesquels vous nous avez soutenus. Vous avez déployé tous les moyens possibles pour une bonne prise en charge de toutes les phases de cette dure épreuve, dont l'issue relève exclusivement de la souveraineté divine. Merci au fond du cœur, Monsieur le Président de la République. Et je peux d'ores et déjà vous dire solennellement que nous vous considérons désormais comme un membre à part entière de notre famille, pour ne pas dire l'aîné de la famille. Je puis en conséquence vous assurer de notre soutien par devoir de reconnaissance, mais surtout parce que qui a honoré Yorobas a semé dans nos cœurs une graine qui produira de gros épis.
qu'Allah nous permette d'assister à la récolte et d'en tirer la plus-value le moment venu, Inch'Allah. Avant de formuler des prières pour le repos de l'âme du disparu, Thierno Cheikh de Boy-Nadi a remercié le président Macky Sall pour son déplacement et tout ce qu'il fait pour la paix et la prospérité dans notre pays. 170 Sénégalais de la diaspora ont reçu vendredi des financements du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Le FES leur a alloué des crédits allant de 3 à 5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des chèques a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Thierno Diallo. L'importance capitale accordée aux Sénégalais de l'extérieur dans la politique du président de la République ne fait l'ombre d'aucun doute. Grâce au FES, de nombreux projets de la diaspora sont aujourd'hui financés. Le président de la République s'est engagé à faire la diaspora la 15e région. Et depuis son accession à la magistrature suprême, il s'y prend. Cette politique doit être poursuivie. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes se trouvent confrontés à beaucoup de difficultés à l'extérieur dans les zones de migration avec la crise un peu partout à travers le monde. Nous voulons aider tous les compatriotes qui veulent rentrer et investir le pays à le faire. Et c'est pourquoi le FES joue un rôle extrêmement important, c'est un instrument extrêmement important, apprécié par les Sénégalais. Le FES travaille sur la base des principes de transparence. Dans la dynamique de soutenir les projets d'entrepreneuriat des Sénégalais de la diaspora, le chef de l'État a augmenté de façon considérable le budget global du FES. C'est un projet qui avait un budget de 340 millions de 2008 à 2012. Et de 2012, le président de la République, à partir de 2012, a vraiment triplé ou même quadruplé le fonds, qui est maintenant de 1 milliard, qui est parti de 1 milliard, 2 milliards et 3 milliards cette année. Et il y a un autre financement qui est dédié aux femmes de la diaspora, qui finance des projets de l'entrepreneuriat féminin dans les pays d'accueil. Les 170 bénéficiaires sont établis dans 28 pays à travers le monde. Leur projet tourne autour de l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'artisanat et les TIC. Nous avons financé à hauteur de 850 millions pour un total de 170 Sénégalais qui vont recevoir chacun 5 millions de francs CFA. Je fais l'import-export, vu que je vis en Chine. Donc j'achète des produits que j'envoie au pays pour qu'on vende ça pour moi. Et j'ai un autre projet aussi que je suis en train de finaliser. Depuis sa création en 2008, le Fonds à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur a financé plus de 500 projets. Ces prêts contractés sont remboursables au bout de 5 ans, avec un différé de 6 mois. Les acteurs du sous-secteur de l'enseignement coranique ont enfin accordé leur violon sur le projet de loi portant statut des Dara. Réunis à Saly autour du ministère de l'Éducation, les associations de maîtres coraniques, d'imams, les familles religieuses et la société civile ont de façon consensuelle approuvé le projet de loi. Mortala Diop. Ça y est, le consensus est trouvé autour du texte de loi régissant le fonctionnement des Dara. En conclave à Saly pendant 2 jours, le ministère de l'Éducation nationale, l'ensemble des associations de maîtres coraniques, l'association des imams et prédicateurs du Sénégal, le réseau des parlementaires pour l'éducation, la société civile, des praticiens du droit ont passé en revue tous les articles du projet de loi. Au finish, le texte est adopté à l'unanimité. Nous voici à un moment où toutes les associations de maîtres ou d'écoles coraniques, les représentants des familles religieuses, les associations islamiques, les associations d'imams, de prédicateurs et d'ulémas, les représentants des départements ministériels, les organisations de la société civile se sont accordés sur un projet de loi qui a été approuvé ici à l'unanimité des participants. C'est un moment assez important pour marquer la volonté et l'ambition que le chef de l'État a pour la modernisation des Dara et pour l'intégration des Dara dans le système éducatif. Pour arriver à ce consensus, le ministère de l'Éducation nationale, porteur du projet, a déployé beaucoup d'efforts. On a donné le projet de loi à toutes les associations des maîtres coraniques, à l'ensemble des parties prenantes pour l'examiner et nous transmettre leurs propositions et leurs amendements.
ce qu'on a fait aujourd'hui, vraiment, on a intégré l'ensemble des amendements pertinents et l'ensemble des propositions d'amélioration pour qu'on ait un texte consensuel. Pour les acteurs du sous-secteur, ce texte de loi, une fois voté à l'Assemblée nationale, sera d'un grand apport pour le système éducatif sénégalais. Nous sommes tous tout à fait d'accord sur la proposition de cette loi parce qu'on a vu que d'après avoir éliminé tous les points que nous avons des craintes pour ça, nous sommes trouvés que ce qui se trouve dans ce projet de loi-là ne fait que, en tout cas, avancer l'intérêt des Sérindara et les apprenants, les talibés, mais il n'y a aucun point qui peut, en tout cas, pénaliser le processus d'art. Donc nous sommes entièrement d'accord sur cette proposition là. L'ensemble des participants ont salué cette démarche participative adoptée par le ministère de l'Éducation nationale dans ce dossier. Ils ont aussi souhaité suivre le même procédé pour les décrets d'application de cette loi. La cérémonie s'est terminée par la lecture d'une motion de soutien au gouvernement du Sénégal sur la crise diplomatique avec l'État israélien. La restitution du rapport de l'enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie. Depuis 1975, le cadre réglementaire n'a pas évolué. Et pour corriger les quelques lacunes qui subsistent, le ministère chargé du Travail a lancé une réforme qui a nécessité cette enquête réalisée en partenariat avec l'Agence de la couverture maladie universelle. C'est un compte rendu signé Fatou Sakho. C'est dans le souci d'avoir toutes les informations utiles liées à l'identification à la population couverte, aux paramètres et au fonctionnement de l'IPM que cette étude a été réalisée. C'est dans un effort conjoint que les départements du travail et de la couverture maladie universelle ont voulu dégager des données statistiques fiables. Les perspectives intéressantes qui doivent réunir l'assurance maladie obligatoire et la couverture maladie universelle du secteur informel et du monde rural, c'est le fait que l'Agence de la couverture maladie universelle travaille sur la mise en place d'un système d'identification biométrique. Parce qu'on ne peut pas mettre des millions de personnes dans un système d'assurance maladie sans un système d'identification fiable. Au-delà de cette enquête qui a permis de déceler les insuffisances des institutions de prévoyance maladie et de la couverture sociale, d'autres créneaux sont en train d'être exploités. L'Agence de la couverture maladie universelle est en train de collaborer avec le ministère de l'Intérieur pour que la carte d'identité biométrique CEDEAO soit utilisée comme carte CMU. Eh bien, dans le cadre de notre collaboration avec les CAMO, nous verrons comment mettre tout cela ensemble. Parce qu'il faut des passerelles entre notre système d'information, entre notre système d'identification et le leur, pour que quelqu'un qui est couvert par une IPM ne vienne pas dans le système des mutuelles de santé pour être compté deux fois, et l'inverse. Cet atelier de restitution de l'enquête nationale sur les institutions de prévoyance maladie qui s'est tenu ce mardi 27 a réuni entre autres les représentants de l'ANSD, de l'ICAMO et les partenaires sociaux. La valorisation des sites sénégalais inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Une exposition s'est tenue dans le cadre de la 9e édition du FESNAC. L'objectif de cette exposition est de valoriser et de promouvoir les sites pour développer le tourisme dans notre pays. Abdul Aziz Ban. La mairie de Kolda s'est transformée en galerie le temps du FESNAC. Les photos des 7 sites sénégalais inscrits au patrimoine mondial sont exposées ici. Depuis 78, Gorée, 81, c'est Nyokolokoba et Djoudj, 2000, Saint-Louis, 2011, c'est Delta du Saloum, 2013, si vous voulez, le pays Bassari, et entre-temps, les mégalithes sénégambiens en 2006. Ces photos attirent l'attention des visiteurs. Elles permettent de voyager d'un site à un autre, tout en étant à Kolda. Je recouvre tout ça à partir de cette exposition. Je regarde, malgré que je suis jamais allée là-bas, mais j'ai vu quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je ne connaissais pas, que je viens tout juste de découvrir. Des sites à valoriser davantage pour permettre d'en tirer beaucoup de profit. Nous travaillons avec le ministère du Tourisme, avec les autres ministères. Il est temps que nos potentialités culturelles puissent être des leviers de développement économique. C'est ce que nous voulons en faisant ces inventaires et nous sommes sûrs que nous y arriverons. Rien qu'avec un site du patrimoine mondial, on peut promouvoir le tourisme. Et je crois que c'est extrêmement important dans le cadre de la destination touristique. Cette exposition cadre bien avec le thème du festival Patrimoine culturel, tourisme et développement durable. Elle vient renforcer les acquis et promouvoir ces 7 sites
pour le bien de notre pays. Et les rideaux sont tombés sur la 9e édition du Festival national des arts et cultures. La région de Ziguinchor a remporté le prix du FESNAC et le premier prix du théâtre en musique. Sédhiou est arrivé en tête. Louga a, comme à son habitude, obtenu le premier prix de la danse. Les temps forts de la cérémonie de clôture avec Salou Seck. Le terrain Réveil de Kolda a refusé du monde lors de cette soirée de clôture de la 9e édition du Festival national des arts et cultures. Les populations ont pris d'assaut les lieux dès les premières heures de la soirée pour venir communier avec les festivaliers. Les représentants des différentes régions se sont succédés sur scène. Ainsi, après 4 jours de compétition, l'heure est à la délibération des résultats. Pour cette édition, les régions du Sud ont ravi la vedette aux autres localités. Ziguinchor a remporté le prix du FESNAC et le premier prix du théâtre. En musique, Sédhiou est arrivé en tête, suivi de Saint-Louis et de Kolda. Pour la danse, la région de Louga a comme son habitude survolé la compétition en s'adjugeant le trophée. Des prix spéciaux ont été décernés à la troupe dramatique de Kaolack pour la créativité artistique. La région de Diourbel a obtenu le prix du développement durable pour la meilleure interprétation du thème. Et Matam a gagné le prix pour la promotion du patrimoine. Discipline, travail, éducation, c'est le message de Noël du Premier ministre aux enfants de la primature. Mohamed Boun Abdallah Dionne présidé vendredi le traditionnel arbre de Noël de la primature. L'ambiance était au rendez-vous, nous dit Anne-Marie Gomis. C'est dans cette ambiance bon enfant que les enfants de la primature ont célébré Noël. L'amicale des femmes de ce département sacrifie encore une fois au traditionnel arbre de Noël. Chers enfants, comme toujours, nous parents, nous nous montrerons toujours infatigables pour vous donner du plaisir et vous rendre heureux. Si nous, parents, ne ménageons aucun effort pour votre bonheur, nous vous demandons en retour de nous offrir la meilleure des satisfactions. Un message bien perçu par les enfants qui ont à leur tour remercié les parents pour l'attention toute particulière. Au-delà des cadeaux, c'est tout un enseignement. Monsieur le Premier ministre, laissez-moi témoigner au nom de tous les enfants ici présents notre immense plaisir d'être cet après-midi avec vous. Merci à nos chers parents, aux autorités de la primature pour les efforts consentis dans l'organisation de cette cérémonie. C'est naturellement avec beaucoup de bonheur que vous consacrez à la tradition en nous offrant cette belle fête. Le Premier ministre, Père Noël de circonstance, a livré le message de Noël. Mohamed Boun Abdallah Dionne invite les enfants à la discipline, au travail et à l'éducation. À son nom, le secrétaire général du gouvernement est revenu sur la portée du discours. Le Premier ministre, dans son discours d'ouverture, a parlé effectivement de l'éducation des enfants, de la discipline, du travail, qui sont des valeurs essentielles pour le développement d'une société. Nous savons que par moment, nous avons des problèmes de discipline chez nous et il est important, comme le fait le chef de l'État, à chaque fois que l'autorité a l'occasion de parler aux enfants, aux citoyens de ce pays, qui répètent sans cesse de revenir sur ces valeurs qui sont essentielles. Des pas de danse, des cadeaux, accompagnés d'un message fort à l'attention des tout-petits. Le tout, le temps d'un arbre de Noël pour marquer l'événement. Zoom à présent sur la foire de la semaine de l'amitié et de la fraternité Safra. À chaque édition, des femmes venant des 6 villes membres viennent exposer leurs produits. Et même si ce n'est pas encore le grand rush à Gabou, les exposantes espèrent tirer leur épingle du jeu. Envois spéciaux Serigne Mbodj et Abdoulaye Sinkare. Gabou au rythme de la semaine de l'amitié et de la fraternité. Pendant une semaine, des femmes venues de tout l'espace Safra exposent ici au complexe Black Star. Ça fait plus de 5 à 6 ans comme ça. Parce que depuis le CAI, on venait. Cette année, ça commence un peu bien, oui. Les gens sont en train d'acheter, surtout moi, avec les vêtements que j'ai envoyés.
c'est de la qualité. Hein. Souvent, les clients ils viennent que les derniers jours de la foire. Souvent. Mais quand même, c'est pas tellement. C'est pas comme Tamba, c'est pas comme la Gambie. Là-bas, ça marche très très bien. Depuis le premier, ça marche jusqu'à qu'on termine. Mais jusqu'à présent, on est là avec nos objets, c'est pas encore fini. C'est pas parce que vous vendez cher? Non, c'est pas cher. Le même prix que là-bas, moi, à Mourtan. Par exemple, c'est le boubou-sang, on revend là-bas à 12 000 là-bas. Maintenant, on revend ça à 10 000 ici. Des produits divers pour une clientèle variée. Binta Baldé est en vacances à Gabou et il veut coûte que coûte retourner à Bissau avec des produits de la foire. Safra, c'est bon parce que tout le pays, les sous-régions, en cas de représentation, les passer pour visiter tous les stands. Les un peu cher, 4 000, mais je vais discuter à 3 000. La nuit tombée, sur ce même site, le commerce fait place au spectacle. Ce soir, c'est le passage de Tambacounda. La troupe théâtrale fait sensation avec un spectacle sur l'immigration clandestine. La veille, les Guinéens de Bokeh avaient tenu en haleine le public. Voilà des échos donc de ce festival qui se déroule actuellement à Gabou. Parlons de l'actualité internationale qui nous mènera ce soir en Turquie où un attentat a fait 39 morts dans un nightclub. Nous démarrons par cette actualité aux Nations Unies après 10 ans à la tête de l'ONU. Ban Ki-moon passe le témoin à Antonio Guterres. C'est un récit de Sidna Al-Fall. Désigné début octobre pour succéder à Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations Unies, l'ancien premier ministre portugais Antonio Guterres fait l'unanimité au moment de sa prise de fonction. Ban Ki-moon est resté 10 ans à la tête des Nations Unies. Ce 1er janvier, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, cède son poste à Antonio Guterres. Il apparaît comme étant l'homme le mieux armé humainement et intellectuellement pour s'atteler à ce que certains de ses prédécesseurs ont décrit comme le job le plus difficile du monde. En cette première journée à la tête des Nations Unies, une question me pèse sur le cœur. Comment venir en aide aux millions d'êtres humains pris au piège de conflits et qui souffrent énormément dans des guerres interminables? 67 ans, humble, infatigable, expérimenté, Guterres a été désigné quasiment à l'unanimité le 5 octobre. Engageons-nous à faire de la paix notre priorité absolue. Faisons de 2017 l'année où nous tous, citoyens, gouvernements et dirigeants, aurons tout fait pour surmonter nos différences. Maintien de la paix, aide au développement durable et gestion sont ces 3 axes prioritaires. Elle a appelé à une réforme globale de la stratégie et des opérations de l'ONU qui passe notamment par une requalification des casques bleus. Selon Antonio Guterres, l'ONU doit compter davantage sur les personnes et moins sur la bureaucratie. Il n'est pas normal qu'il faille 9 mois pour déployer quelqu'un sur le terrain, a-t-il ajouté. Résolution de conflits, crise migratoire, développement durable, réforme des Nations Unies. Les défis qui attendent Antonio Guterres sont immenses. En Turquie, un individu au moins a ouvert le feu dans un nightclub d'Istanbul. Le bilan provisoire est de 39 morts et près de 70 blessés. L'attaque est survenue dans la nuit de samedi à dimanche. L'enquête suit son cours en Turquie. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les terroristes, a déclaré les autorités turques. 5 à 600 personnes se trouvaient à l'intérieur de la boîte de nuit quand l'assaillant est entré à l'intérieur, tuant un policier et un civil à l'entrée. Le président turc Erdogan a affirmé que l'attentat visait à semer le chaos dans le pays. La rubrique découverte, c'est grandiose, impressionnant et attrayant à la fois avec sa superficie de plus de 15 hectares, ses 66
76 000 cantines et ces 5 districts. C'est le plus grand marché au monde. Il se trouve dans la petite ville de Yiwu, dans la province du Gyeongju. Ce marché accueille chaque jour plus de 200 000 businessmen venant de plus de 240 pays à la découverte du marché international de Yiwu avec notre envoyé spécial en Chine, Carl Tongbe. Yiwu, une petite ville de 750 000 habitants dans la province de Gwangjang, est une localité spécialement dédiée au commerce. Aujourd'hui, elle abrite le plus grand marché qui existe au monde. Le marché est composé de 5 départements et environ plus de 700 000 cantines qui composent le marché. Sa création en 2002 par les autorités chinoises répondait à un besoin pressant. Les commerçants n'avaient plus d'espace pour contenir le flux d'opérateurs économiques qui arrivaient pour leur business. Because the old market is too small. Ils ont jugé nécessaire de créer ce marché parce que l'ancien marché était un peu petit par rapport au nombre de commerçants qui venaient dans cette ville. Old market is not big enough, so we built a new one. Il impressionne toute personne qui y met les pieds pour la première fois. De par son architecture, en forme de dragon, tous les 5 districts sont reliés. Par la variété, plus de 1 800 000 produits différents proposés, mais aussi par la présence de presque tous les pays du monde. Every day there are nearly 200,000 buyers and tourism come to the Yiwu market. They come from more than 200 countries in the world. Le marché de Yiwu est un endroit à découvrir pour tout étranger, mais une seule visite ne pourra pas suffire, puisque pour faire le tour du marché, il faut du temps, mais aussi de la patience. The Yiwu International Trade Market is built since 2002. Cantine, vous prenez 3 minutes. If you spend 3 minutes in one shop, it will take you about 1.5 years to go through the whole market. Tout ce qu'il y a ici à Yiwu explique le développement exponentiel de cette ville à l'espace de quelques années, un exemple de réussite qu'il faut suivre. Voilà, le marché de Yiwu, le plus vaste au monde, sujet de la rubrique découverte de ce dimanche. En match comptant pour la 9e journée de Ligue 1, le Casa Sport a battu le Jaraaf de Dakar sur le score de 2-0. C'était vendredi au stade Aline Sitoé Diatta, un beau cadeau de Nouvel An offert aux supporters du Casa, nous dit Moussa Mané. C'est une équipe du Casa Sport physiquement préparée qui a affronté celle du Jaraaf de Dakar. Un derby comptant pour la 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Dès l'entame du match, la bande à Pierre Benoît Manga a pris d'assaut l'équipe du Jaraaf, mettant ainsi la pression sur les visiteurs. Tactique payante, c'est ainsi qu'à la 5e minute de jeu, grâce à un collectif bien mené par les poulains de Atanas Tendeng, dans la défense adverse, Pierre Benoît Manga, un bon renard des surfaces, inscrit un but somptueux, ne laissant aucune chance au portier du Jaraaf. Un but libérateur qui donne de l'appétit aux verts et blancs du Casa Sport. Ces derniers multiplient les assauts, toujours à la manœuvre. Jean-Jacques Ndeki et compagnie. Moussa Maron, sur une initiative personnelle, n'a pas hésité à loger le ballon dans les buts adverses, portant ainsi le score à 2-0. Malgré quelques réactions du Jaraaf, le score reste inchangé à la pause. De retour des vestiaires, avec les changements opérés par le Jaraaf, le Casa Sport tient bon. Il a fallu attendre l'expulsion de Jean-Jacques Ndeki sur une faute banale pour que le Jaraaf retrouve son niveau de jeu. Il multiplie les hostilités sans succès. La défense du Casa Sport veille au grain jusqu'au coup de sifflet final.
Il fallait d'abord négliger le fait que le Jaraaf nous domine toujours ici et se concentrer sur cette logique de victoire à domicile. Et maintenant aussi faire comprendre surtout à nos jeunes que c'est souhaitable dans un championnat d'avoir des moments comme ça. Les derbies, je crois que ce n'est pas offert à tout le monde et il faut savoir les jouer et en tirer profit. On est rentré mal dans le match où on a laissé pratiquement l'initiative du jeu à l'équipe du Casa Sport. Ils nous ont dominé outrageusement, largement, avec beaucoup d'intention et beaucoup d'occasions de but. Bon, c'est dommage que les 20 premières minutes ont été vraiment douloureux parce que nous avons eu beaucoup de mal à les contrer parce que le trio d'attaque, Aliou Badji, Jean-Jacques et Chérif Sané ont très bien joué. Avec cette victoire, le Casa Sport offre le plus beau cadeau du Nouvel An à ses nombreux supporters. À présent, communiqué de la RTS qui est détentrice exclusive des droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2017. À cet effet, elle informe les entreprises et le public que toute diffusion non autorisée sur une place publique ou à des fins commerciales expose son auteur à des poursuites judiciaires et au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi. La RTS a donc pris toutes les dispositions nécessaires pour veiller au respect scrupuleux de ses droits, signé le directeur général Racine Talla. La CAN 2017 au Gabon, nous en parlons avec le compte à rebours qui a démarré pour la rédaction du journal télévisé depuis quelques jours. Ce soir, dans Chrono CAN, Sarah Luya nous présente le Cameroun, quadruple champion d'Afrique à jour J, -13. Oui, effectivement. Bonsoir, cher Traoré. Bonsoir, chers téléspectateurs. Plus que 13 jours avant le démarrage de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. D'ailleurs, nous sommes déjà en 2017 puisqu'on est le 1er janvier aujourd'hui. Alors, 16 équipes, les meilleures du continent, s'affronteront au cours de cette compétition qui se déroulera, je le rappelle, du 14 janvier au 5 février prochain. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un habitué de la compétition. Le Cameroun, quadruple champion d'Afrique. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale. Le Cameroun possède 2 langues officielles, française, mais aussi celle britannique. Le pays possède également 2 types de climat. Un climat équatorial, il pleut beaucoup dans une certaine partie du pays, et un climat tropical où il fait un peu plus chaud quand même. La population camerounaise est estimée à environ 23 millions d'habitants. Le Cameroun s'étend sur une superficie d'environ 475 000 km². Les couleurs du drapeau national du Cameroun sont, vous le découvrez avec moi, le vert, le rouge et le jaune. Au Cameroun, comme dans de nombreux pays en Afrique, le football est une religion. Et pour preuve, regardez le palmarès de cette équipe. Championne d'Afrique en 1984, en 1988, mais également en 2002. Ils ont terminé 7 fois sur le podium. Le Cameroun a participé par ailleurs à 7 phases finales de la Coupe du Monde. Un véritable record en Afrique. Parmi les joueurs ayant marqué l'histoire de la sélection camerounaise, il y a Roger Millar ou encore Samuel Eto'o-Fils, Patrick Mboma. Mais cette année, le joueur le plus en vue, c'est Benjamin Moukandjo. Son portrait vous est proposé maintenant par Pape Madi Diop. De son Cameroun natal à l'Hexagone, il a parcouru 3100 km. Aujourd'hui, Benjamin Moukandjo vit dans le froid glacial de l'Orient en Bretagne. Plutôt de présenter Moukandjo, Benjamin préfère se raconter. J'ai décidé de vous faire partager mes 3 buts préférés de cette saison, en espérant que j'en aurai encore des meilleurs. Alors celui-là, c'est face à Monaco. Au-delà du but, la qualité de la passe, elle est extraordinaire. J'avais juste à contrôler et la pousser au fond. Je le mets parmi les top buts parce que, voilà, tout simplement parce que ça a été un but important. Mais alors celui-là, c'est contre Marseille. On était mené 1-0. Je l'ai mis là aussi parce que c'est face à mon ami, face à mon meilleur ami, Nkoulou. Donc pour moi, entre guillemets, ça a été un petit jeu de gagner parce qu'on en avait parlé tellement et j'avais à cœur de marquer contre lui parce que c'était la première fois. Dommage pour lui. De son statut de remplaçant, il est passé titulaire dans le dispositif Lorienté, un club où il atterrit en 2015 pour un contrat qui prend fin en 2018. Professionnel depuis 2017, Moukandjo est passé dans différents clubs, Rennes, Nîmes, Monaco, Nancy et Reims.
Âgée de 28 ans, la jeune star camerounaise est un pion essentiel dans l'attaque des Lions indomptables. Oh, Mukanjo! ولا هدف الثاني لمنتخب الكاميرون بكرات بدائية هفترية. بنجامين موكانجو يسجل الهدف الثاني للمنتخب. Benjamin Mukanjo est avant-centre affamé devant les buts. Bon dribbleur et bon finisseur, il a le sens et le flair du but. 1m80, 76 kg, Mukanjo en club porte le numéro 12. Le natif de Douala porte sur ses frêles épaules l'espoir de tout un peuple, celui de la nation camerounaise. La Fédération camerounaise de football a été créée depuis les indépendances. Elle est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la Confédération africaine de foot depuis 1963. L'équipe est emmenée cette année par le coach Hugo Bross. Hugo Bross et ses hommes restent de sérieux prétendants pour le titre de champion cette année encore. Je vous rappelle que le Cameroun évoluera dans le groupe A et retrouvera donc le Gabon, pays organisateur, la Guinée-Bissau, le petit poussé de cette édition, et le Burkina Faso. C'est tout pour ce soir et pour le groupe A. Vous connaissez désormais les 4 pays qui évolueront dans ce groupe A. Rendez-vous donc demain pour découvrir ceux-là, les équipes qualifiées et qui feront partie du groupe B. Le Sénégal est justement logé dans ce groupe B. Je vous rappelle que la compétition se déroulera au Gabon et qu'elle aura lieu du 14 janvier au 5 février prochain. Vous pourrez suivre évidemment tous les matchs, les 32 matchs de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en direct, en intégralité et en exclusivité sur les antennes de la télévision nationale. Merci cher et rendez-vous demain pour un autre pays. Merci Sarah Lia et à toute l'équipe des sports. Rendez-vous est donc pris pour demain pour un nouveau numéro de Chronocan. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments sur la RTS. La revitalisation des valeurs éthiques et morales. Le président Macky Sall est également revenu sur la situation qui prévaut actuellement en Gambie, tout en renouvelant le soutien du Sénégal à l'endroit du peuple gambien. Il souhaite une transmission pacifique du pouvoir au président élu Adama Barrow, tel que souhaité par le peuple gambien et voulu par la CEDEAO, l'Afrique, la Oumma islamique et les Nations Unies. La diplomatie sénégalaise continuera d'œuvrer pour la promotion de la paix, la démocratie, la justice et la fraternité humaine, notamment dans le cadre du mandat du Sénégal à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État n'a pas manqué d'appeler à l'unité et à la solidarité dans le respect strict de notre diversité. Le président pour une transmission pacifique du pouvoir donc en Gambie s'est également prononcé pour 2016 sur le coût de l'électricité qui va baisser de 10%, soit un gain de 30 milliards pour les ménages. C'est l'une des mesures phares du message du chef de l'État, une mesure qui s'explique par l'embellie énergétique notée depuis 2014. Nous l'écoutons. J'ai le plaisir de vous annoncer une baisse de 10% sur le prix de l'électricité à compter du premier bimestre 2017, dont les modalités seront fixées par la Commission de régulation du secteur de l'électricité. Cette baisse représente un gain de 30 milliards en faveur des consommateurs. La fourniture d'électricité connaît une nette amélioration. Ainsi, de 912 heures en 2011, le temps moyen annuel de coupure a été réduit à 73 heures en 2016. Rien que pour l'année 2016, la Sénélec a mis en service 270 MW additionnels, soit plus de la moitié de ses capacités cumulées en 2015, qui étaient de 510 MW. Voilà ce qui a permis d'améliorer considérablement la qualité du service et de donner à des milliers de Sénégalais l'accès à l'électricité.
Ces efforts seront consolidés. Après la mise en service des centrales solaires de Bokhol et Malicounda, 6 autres projets d'énergie solaire et éolienne seront achevés d'ici 2018, confortant ainsi notre politique de mix énergétique. Avec la découverte de pétrole et de gaz, le Sénégal va se doter d'un institut national des métiers du pétrole et du gaz. L'objectif est de doter le pays des meilleurs profils en la matière, annonce le chef de l'État. Ces nouvelles ressources devraient parachever le processus d'indépendance énergétique. Grâce à nos récentes découvertes de gaz et de pétrole, de nouvelles opportunités s'offrent à notre pays d'assurer son indépendance énergétique. L'exploitation prochaine de ces importantes ressources exige dès à présent une préparation sérieuse, méthodique et sereine. À cet effet, j'ai mis en place un comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, le COS Pétrogaz. Cette instance multisectorielle est chargée d'assister le président de la République et le gouvernement dans la définition des meilleures stratégies pour favoriser l'exploitation transparente et optimale de nos ressources pétrolières et gazières au bénéfice des générations actuelles et futures. J'ai aussi décidé de créer un Institut national du pétrole et du gaz pour doter notre pays des meilleures expertises dans les différents métiers du pétrole et du gaz. Voilà pour le message à la nation du chef d'État le 31 décembre. Notez également que le président Macky Sall a présenté ses condoléances cet après-midi à la famille d'El Hadj Yorobas. La production arachidière a connu une légère baisse, 997 593 tonnes contre 1 050 042 en 2015. L'État, dans le cadre de la campagne de commercialisation de l'arachide, a fixé le prix du kilogramme à 210 francs contre 200 francs l'année dernière pour soutenir les producteurs. Ces performances de l'agriculture sénégalaise ont été facilitées par des mesures prises en amont. Une bonne sélection des semences, l'évolution de la mécanisation de l'agriculture. Le Sénégal a aujourd'hui un parc mécanique de 850 tracteurs et plus de 60 000 autres équipements. Autre priorité du gouvernement, l'élevage et la pêche. Pour la pêche, d'importantes infrastructures ont été réalisées pour moderniser le secteur. Près d'une dizaine de quais de débarquement réceptionnés de Dakar à Saint-Louis en passant par Thiès. D'autres projets sont en cours d'exécution. Sans oublier les sites de transformation des produits de la pêche dont la sécurité des acteurs a été également prise en compte. 200 000 unités de gilets de sauvetage pour la pêche artisanale. Le chef de l'État a aussi annoncé 2 autres projets de grande envergure pour la pêche. Il s'agit du port minéralier de Bargny et du port à conteneurs de Ndayane. Autre programme annoncé, celui de l'élevage, avec un financement à hauteur de 31 milliards de nos francs pour 2 projets d'appui au pastoralisme. Le chef de l'État a aussi réaffirmé la volonté de l'État de renforcer les peines prévues pour le vol de bétail. Dahaba, dans son message à la nation, le chef de l'État est longuement revenu également sur le programme de développement communautaire, le programme d'urgence de développement communautaire. C'est pour louer donc les importants résultats qui ont été enregistrés et le président Macky Sall d'annoncer l'arrivée prochaine de nouveaux domaines agricoles au Sénégal. François Seck. Le chef de l'État accorde une grande importance au secteur de l'hydraulique, jugé vital. En ce qui concerne l'hydraulique rurale, sur un programme de 300 forages démarré en 2013, 210 ont été réalisés, de même que 13 stations de pompage dans 45 localités et au bénéfice de 630 000 personnes. 2017 verra le démarrage du chantier de la 3e usine de Keur Momar-Sarr, de même que le projet d'unité de dessalement de l'eau de mer au Mamel et le renouvellement de 460 km de conduite d'eau à Dakar. Tous ces projets permettront à terme de sécuriser les besoins en eau potable pour 20 ans dans les zones de Dakar, Diamniadio et la Petite Côte. Le président Macky Sall est revenu sur les pénibles conditions des femmes et trouve injuste qu'au XXIe siècle, qu'elles continuent d'exécuter des tâches d'un autre âge. Il inscrit l'équité territoriale et le développement solidaire et inclusif au cœur de ses priorités.
Pour ce faire, un nouveau lot de 1000 moulins et autant de décortiqueuses est disponible pour une distribution immédiate. Le chef de l'État a à cœur de réparer les grandes injustices afin de parvenir à un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Le président Macky Sall a également parlé du PUDC. Le programme d'urgence de développement communautaire lancé en 2014 a déjà enregistré des résultats plus que satisfaisants. Des villages comme Bambandinka, Tessekere, Lomboul, Samba Abdou et autres ont tous accès à l'eau et sont sortis de l'obscurité et du désenclavement grâce à ce programme. Un financement supplémentaire de 60 milliards de francs CFA est déjà acquis pour démarrer les travaux de construction et de réhabilitation de 251 forages dès le premier trimestre de 2017. Des témoignages des maires des communes de Djinani et de Dindifelo renseignent sur les résultats probants du PUDC qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique et a amené le gouvernement à initier la deuxième phase du PUDC pour la période 2017-2019. En ce qui concerne le programme des domaines agricoles communautaires, le PRODAC a déjà créé 11 000 emplois, formé 570. Ce rendez-vous du 20h dans les titres de ce journal. Le message du chef de l'État, le président Macky Sall, qui confirme le cap sur la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cela va se traduire par la poursuite de projets ambitieux dans des domaines comme les infrastructures, les transports, l'énergie, l'éducation, la sécurité et l'agriculture. L'accord des acteurs du sous-secteur de l'enseignement coranique sur le projet de loi portant statut des Dara, ils ont trouvé un consensus à Saly autour du ministre de l'Éducation, des familles religieuses et de la société civile, transport Ligue 1. Nous parlerons dans Chronocan du Cameroun qui sera à l'honneur ce soir. Quadruple champion d'Afrique, les Lions indomptables veulent renouer avec leur passé glorieux. La rubrique découverte va en Chine ce soir pour une présentation du gigantesque marché de Yiwu. Le plus grand marché au monde est bâti sur une superficie de 15 hectares avec 76 000 cantines et plus de 200 000 businessmen par jour. En ouverture de cette édition, retour sur le message à la nation du chef de l'État, le président Macky Sall, qui a annoncé une croissance de 6,6% et des agrégats macroéconomiques maîtrisés. De quoi voir venir pour le gouvernement qui va donc poursuivre ses grands projets dans les domaines des infrastructures et des transports. Ousmane Garifay. L'électricité va baisser de 10% entre janvier et février 2017, soit un gain de 30 milliards de francs CFA. C'est par cette mesure sociale phare en faveur des ménages, partie sans doute pour faire date, que le chef de l'État a salué les performances économiques qui auront marqué l'année qui s'achève. Normal donc que l'adresse à la nation prenne les allures de bilan des actes majeurs posés et qui auront constitué le socle de la croissance et de la bonne tenue des agrégats macroéconomiques dont il fait état. Côté infrastructure majeure, le PSE aura plus que jamais connu des pics de réalisation en 2016. Inauguration de l'autoroute Diamniadio-Aïbé-de-Signa, l'échangeur de l'émergence, la 3e section de la VCN, ainsi que la route des Grandes Niayes. Fort de ses acquis, le chef de l'État entend investir le pays profond. Courant 2017, les chantiers des RN1, 2 et 7 seront lancés. Rappelant avec le lancement du TER, son option de doter le pays des moyens de transport les plus modernes. Plus de 10 000 emplois visés à terme pour plus de 150 000 passagers par jour. Le transport public de masse ne sera pas le parent pauvre de cette dynamique. Dakar Demdik devrait ainsi ouvrir de nouvelles dessertes à partir de Dakar. Plus d'une dizaine de régions de l'intérieur du pays seront couvertes. Pour l'énergie, pilier non moins important du PSE, le président de la République a salué le renouveau de Sénélec, dont les coupures tombent de 912 heures en 2011 à 73 heures en 2016. Le président s'est félicité de la mise en service de 270 MW additionnels, soit le double des capacités cumulées en 2015. Pour lui donc, pas question d'adoucir la cadence. Il a fortement réitéré son option pour le solaire. Sous ce rapport d'ailleurs, 6 autres centrales solaires et éoliennes vont venir compléter Bokol et Malikunda. Un pas de géant vers l'indépendance énergétique que va sans doute assurer la nouvelle découverte d'hydrocarbures dans le pays. Dans cette optique, le chef de l'État en a appelé à une préparation sérieuse et méthodologique, d'où la naissance du COS, le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz. Ainsi a-t-il rappelé sa volonté de mettre en place un institut pour doter le pays des meilleures expertises dans les métiers du pétrole et du gaz.
Ousmane Gari Faye, la pêche, l'élevage et l'agriculture ont occupé une place de choix dans le traditionnel message à la nation du chef de l'État. Pour les deux premiers secteurs, les programmes mis en œuvre se déroulent comme prévu. Mais s'agissant de l'agriculture, le gouvernement récolte les fruits d'une bonne prise en charge du secteur avec des productions records notées. C'est dire que le pari de l'autosuffisance alimentaire est en passe d'être réussi d'Araba. Le chef de l'État s'est réjoui dans son discours à la nation des productions records enregistrées par l'agriculture sénégalaise en 2016. D'abord, le riz avec plus de 950 000 tonnes, ce qui constitue à ses yeux une première. Pour les céréales, notre pays est à un niveau de production de près de 2 250 000 tonnes. L'horticulture, sur le 1 200 000 de tonnes récoltées, a exporté les 91 jeunes et soutenu 533 jeunes entrepreneurs agricoles qui sont déjà actifs. Le programme des domaines agricoles communautaires s'est renforcé de 7 nouveaux domaines: Djodji, Boulel, Fafakuru, Noto, Djobas, Nyombato, Matam et Sangalkam. 2017 verra également la poursuite de la modernisation des cités religieuses, de même que la mise en œuvre du programme d'urgence pour la modernisation des axes frontaliers PUMA et le programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville. Aucun investissement n'est de trop dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, a dit le chef de l'État. Le président Macky Sall qui annonce que 302 milliards ont été investis dans l'enseignement supérieur pour la période 2016-2017. Et le chef de l'État d'ajouter que 2017 sera marqué par l'élargissement de la carte sanitaire avec 4 nouveaux hôpitaux et la construction de 25 centres de formation professionnelle. Pape Madidio. L'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, des secteurs auxquels le chef de l'État accorde une attention particulière. Pour cela, précise le chef de l'État, aucun investissement n'est de trop. En 2016, 9 547 professeurs et maîtres contractuels ont été mis en solde et plus de 21 milliards de francs CFA ont été payés à titre de rappel. Pour l'extension de la carte scolaire, plus de 80 milliards de francs CFA ont été déboursés pour l'achat des équipements et l'amélioration des conditions de travail. Quant au programme de résorption des abris provisoires, il sera étendu à 2714 établissements pour 2017. 2017 sera aussi l'année de la construction de nouveaux restaurants dans l'espace universitaire. Un programme de 30 000 lits pour le logement des étudiants a démarré depuis 2016. La meilleure gouvernance de l'enseignement supérieur passe par la création d'un cadre favorisé par les lois sur les universités publiques et sur la réforme des titres et grades. L'investissement de 302 milliards de francs CFA consacré à l'enseignement supérieur en 2015-2017 requiert une réflexion sur les performances, la qualité de notre système éducatif et son adéquation aux besoins du marché de l'emploi. Autre mesure importante, instruite au gouvernement par le chef de l'État, le renforcement du quantum horaire des filières scientifiques et techniques, mais aussi l'orientation d'au moins 30% des élèves vers la formation professionnelle et technique. Pour un succès de ces nouvelles orientations, 25 centres de formation seront construits en 2017. Un renforcement du pôle de métier de Diamniadio, des lycées professionnels de Sandiara et de Fatick en cours de réalisation. Conséquence, le chômage pourra reculer et des activités génératrices de revenus seront plus accrues. En 2017, la carte sanitaire du Sénégal va s'élargir, annonce le chef de l'État, avec la construction de 4 nouveaux hôpitaux à Touba, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. 195 ambulances médicalisées et 1000 nouveaux agents vont renforcer le dispositif sanitaire. Le président Macky Sall annonce que la distribution des médicaments et produits essentiels aux zones isolées connaîtra un renforcement grâce à l'initiative Yexina. Le chef de l'État est également revenu sur la violence et la situation d'insécurité notée dans le pays, notamment sur les mesures qui seront prises pour faire face à cela. Le président Macky Sall réaffirme également la position du Sénégal pour une transition pacifique du pouvoir en Gambie. Pape Bounatiao. Dans son discours à la nation, le chef de l'État est revenu sur les agressions et violences notées ces derniers temps dans le pays. À cet effet, des mesures concrètes sont prises pour la sécurité des personnes et des biens.
En 2017, 10 nouveaux postes de police frontaliers sont créés, 1769 agents de police et 1416 agents de sapeurs-pompiers, tous grades confondus, recrutés. Le chef de l'État annonce que l'État travaille déjà sur le durcissement des peines prévues pour certaines catégories de crimes. Le président Macky Sall appelle aussi à une introspection collective et à un retour à la sagesse des anciens à travers... Parmi soutien de longue date du chef de l'État, le défunt était un opérateur économique. Il fait notamment partie de la première génération de migrants sénégalais ayant conquis l'Afrique centrale. Sa famille et ses amis ont exprimé toute leur gratitude au président de la République, Oumar Nying. En venant chez Elhadji Yerobas, le président de la République a tenu à témoigner toute sa compassion à la famille éplorée. Le défunt Yerobas était de cette génération de migrants qui a conquis l'Afrique centrale. Il a eu le mérite d'avoir rapatrié ses avoirs pour investir et créer des emplois au Sénégal. Rien que pour ce patriotisme, la nation lui doit beaucoup. Mais pour le président Sall, il était un ami et un père, quelqu'un qu'il a beaucoup soutenu. En présentant ses condoléances à la famille, le chef de l'État a rappelé ses relations fortes. Il a aussi salué la mémoire de cette icône connu pour sa générosité. Une qualité d'ailleurs que ses amis ont confirmé, eux qui ont bénéficié de son soutien constant. À leur suite, la famille a exprimé toute sa gratitude au président Macky Sall. L'ensemble de la famille Bass vous dit merci pour tous les gestes discrets et efficaces par lesquels vous nous avez soutenus. Vous avez déployé tous les moyens possibles pour une bonne prise en charge de toutes les phases de cette dure épreuve, dont l'issue relève exclusivement de la souveraineté divine. Merci au fond du cœur, Monsieur le Président de la République. Et je peux d'ores et déjà vous dire solennellement que nous vous considérons désormais comme un membre à part entière de notre famille, pour ne pas dire l'aîné de la famille. Je puis en conséquence vous assurer de notre soutien par devoir de reconnaissance, mais surtout parce que qui a honoré Yerobas a semé dans nos cœurs une graine qui produira de gros épis. Qu'Allah nous permette d'assister à la récolte et d'en tirer la plus-value le moment venu, Inch'Allah. Avant de formuler des prières pour le repos de l'âme du disparu, Thierno Cheikh de Boy-Nadji a remercié le président Macky Sall pour son déplacement et tout ce qu'il fait pour la paix et la prospérité dans notre pays. 170 Sénégalais de la diaspora ont reçu vendredi des financements du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Le FAISE leur a alloué des crédits allant de 3 à 5 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des chèques a été présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Thierno Diallo. L'importance capitale accordée aux Sénégalais de l'extérieur dans la politique du président de la République ne fait l'ombre d'aucun doute. Grâce au FAISE, de nombreux projets de la diaspora sont aujourd'hui financés. Le président de la République s'est engagé à faire de la diaspora la 15e région. Et depuis son accession à la magistrature suprême, il s'y prend. Cette politique doit être poursuivie. Parce qu'aujourd'hui, nos compatriotes se trouvent confrontés à beaucoup de difficultés à l'extérieur dans les zones de migration avec la crise un peu partout à travers le monde. Nous voulons aider tous les compatriotes qui veulent rentrer et investir le pays à le faire. Et c'est pourquoi le FAISE joue un rôle extrêmement important, c'est un instrument extrêmement important, apprécié par les Sénégalais. Le FAISE travaille sur la base des principes de transparence. Dans la dynamique de soutenir les projets d'entrepreneuriat des Sénégalais de la diaspora, le chef de l'État a augmenté de façon considérable le budget global du FAISE. C'est un projet qui avait un budget de 340 millions de 2008 à 2012. Et de 2012, le président de la République, à partir de 2012, a vraiment triplé ou même quadruplé le fonds, qui est maintenant de 1 milliard, qui est parti de 1 milliard, 2 milliards et 3 milliards cette année. Et il y a un autre financement qui est dédié aux femmes de la diaspora, qui finance des projets de l'entrepreneuriat féminin dans les pays d'accueil. Les 170 bénéficiaires sont établis dans 28 pays à travers le monde.